Alors, le grand 1 maintenant, grand 1 oui, il est possible d'avoir des informations sur nous-mêmes. Alors, premier argument, parce que la conscience nous permet de faire en permanence l'expérience de nous-mêmes. C'est un argument qu'on avait déjà donné dans l'introduction, mais on va le creuser en commençant par donner une définition de la conscience, parce que la conscience c'est une des notions du programme, donc à nouveau c'est des définitions à encadrer et à apprendre par cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? En fait, on en a déjà parlé plein de fois dans l'année, hein. Là, on va du coup clarifier peut-être les choses, parce que c'est un mot qui a deux sens. Vous avez sans doute remarqué. Il y a d'abord la conscience morale, dont on a parlé dans le chapitre sur le devoir. Donc la conscience morale, c'est, il faut noter, la capacité à distinguer le bien du mal. Donc c'est ça qui génère des obligations, à distinguer des contraintes et des nécessités, donc des devoirs moraux. Okay. Là, en réalité, c'est pas de la conscience morale dont je parle, c'est de la conscience tout court, d'accord? Donc, écrivez pas conscience tout court dans vos copies, mais là, c'est pour le préciser. Juste quand vous mettez rien d'autre derrière, on sait que vous faites référence à ça. D'ailleurs, on avait vu dans la réflexion sur Hannah Arendt, la conscience, c'était la conscience tout court ici, hein, c'est le fait de prendre conscience de ces déterminismes. Donc là, la conscience, c'est pas la capacité à distinguer le bien du mal. C'est une capacité aussi. Si on se demande c'est quoi comme genre de chose, c'est une capacité. Mais c'est une capacité de quoi? C'est une capacité, si vous y réfléchissez, d'attention minimale à tout ce qui nous entoure et à nous-mêmes. La conscience, c'est la première faculté qu'on a quand on se réveille et qu'on n'a pas quand on est endormi, hein. Quand on est endormi, on perd la conscience, ou quand on tombe dans les pommes, je vais y arriver, on va dire qu'on a perdu conscience, on a perdu connaissance. Voilà, en fait, on n'est plus présent, on n'est plus attentif au monde qui nous environne et à nous-mêmes. Mais dès qu'on se réveille, dès qu'on sort du moment où on était inconscient, et ben voilà, on est attentif au monde extérieur et à nous-mêmes. Alors c'est pas une attention maximale, c'est vraiment une attention minimale au monde extérieur et à nous-mêmes. C'est-à-dire que en gros, voilà, ma conscience enregistre tout ce qui se passe autour de moi, mais aussi en moi. D'accord? Donc, il y a deux façons de le noter. Soit la formule élégante, c'est la faculté de présence à nous-mêmes et au monde qui nous environne. Donc voilà, je suis présent, voilà, je suis ni dans le coma, ni en train de dormir. L'autre façon de le formuler, c'est de dire que c'est la capacité d'attention minimale à nous-mêmes et au monde qui nous environne. Okay. Vous remarquez qu'en fait, même là, il y a deux sens. Voilà, il y a d'abord la conscience de soi. Donc c'est le fait que là, je sais en permanence ce qui se passe en moi, en fait. Si j'ai faim, je le sais. Si j'ai froid, je le sais. Si je suis fatiguée, si je suis triste, etc. Voilà, j'en ai conscience. Donc ça, c'est la conscience de soi. Et puis, il y a aussi la conscience du monde extérieur. Donc là, c'est d'avoir vaguement conscience de la pièce qui est autour de moi. Vaguement, hein. Je veux dire, je porte pas ma conscience de façon précise sur tout ce qu'il y a autour de moi, mais il y a quand même un minimum de choses qui s'enregistrent. Voilà. Vous remarquez que je leur donne des petits noms philosophiques en fait à la conscience de soi et la conscience du monde extérieur. La conscience de soi, on l'appelle très souvent en philosophie la conscience réflexive ou réfléchie. Alors pourquoi? Parce que derrière là, c'est l'image du reflet en fait. La conscience de soi, c'est comme si vous aviez un miroir face à vous qui vous permet de vous voir vous-même. D'accord? Et donc d'avoir conscience, mais à l'intérieur quoi. Donc d'avoir conscience de vos émotions, de vos pensées. Vous savez, enfin, quand je dis quelque chose, j'ai conscience de le dire. Quand je pense quelque chose, j'ai conscience de le penser. Quand je ressens quelque chose, j'ai conscience de le ressentir. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la conscience réflexive ou réfléchie, c'est que c'est un espèce de miroir qui permet de se connaître soi-même en fait. Voilà. La conscience du monde extérieur, on l'appelle la conscience intentionnelle. Je vous le mets en gris parce que si vous le retenez pas, c'est pas grave. Au niveau terminal, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc, ça vous fait un petit panel des différents sens du mot conscience. Qu'est-ce qui m'intéresse ici, en fait? C'est celle-ci. Donc vous pouvez la surligner si vous voulez. Dans ce chapitre, c'est la conscience de soi justement qui nous intéresse parce que c'est elle qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Voilà. Donc, voici la définition de la conscience. Alors, nous allons maintenant voir notre petit Blaise Pascal, qui est peut-être l'auteur qui a le mieux parlé
de la conscience en fait. C'est même assez magnifique, on va lire un extrait là tout de suite. Mais si ça vous aide, on va commencer par noter le résumé de sa pensée. Donc que pense Blaise Pascal sur la conscience? Il pense que la conscience est ce qui nous distingue des animaux et qu'elle nous donne le pouvoir de nous connaître nous-mêmes, aussi bien dans nos forces que dans nos faiblesses. Okay. Alors, pour illustrer ça, on va justement lire un magnifique, mais vraiment magnifique extrait de Blaise Pascal, très très célèbre, c'est ce qu'on appelle l'extrait du roseau pensant, donc ça fait partie de son ouvrage qui s'appelle Les Pensées, que je vous recommande d'ailleurs, c'est pas très compliqué à lire, et puis ça peut se feuilleter parce que c'est plein de petites pensées sur des choses diverses, un peu comme votre carnet de réflexion en fait. D'ailleurs, il avait pas, en fait, on a retrouvé ses pensées à sa mort et on les a publiées, mais voilà, c'est vraiment son carnet de réflexion. Je vous lis le texte. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Alors, l'homme n'est qu'un roseau, c'est une métaphore, hein, de dire, en fait, un roseau, c'est cette espèce de plante qui est ballottée par les vents, par le monde. Donc là, il y a un côté, c'est la faiblesse humaine, en fait. Enfin, voilà, il va développer ça, là. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose pour écraser un être humain. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Donc, c'est l'idée que, voilà, tout d'un coup, il fait un peu froid, un peu humide, et paf, on va mourir. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue. Alors pour appliquer ça au coronavirus, c'est quand quand le coronavirus tuerait l'homme, l'homme serait encore plus noble que le coronavirus, puisqu'il sait qu'il meurt. C'est ça l'idée, c'est que même quand vous êtes affecté par la maladie, vous en avez conscience. Et donc cette conscience vous donne une supériorité, d'après Pascal. Donc, et à l'inverse, l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Donc là, c'est l'idée que le coronavirus, il gagne contre vous, mais il n'en sait rien. Il n'a pas conscience de vous tuer. Donc il perd en un sens. Il gagne physiquement, mais sur le plan de la conscience, voilà, le coronavirus ou l'univers, lui, perd. Vous voyez comme en plus c'est adapté à la situation que vous êtes en train de vivre. Donc, ce magnifique texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on va passer à la justification maintenant de ce que dit Pascal. Alors la première chose, c'est le miracle de la conscience en fait, et notamment, enfin voilà, à la fois du monde extérieur et la conscience de nous-mêmes. Je vais expliquer. C'est un espèce de miracle la conscience que Pascal décrit en des termes très poétiques. Pourquoi? Parce que ça nous permet de... Enfin, c'est comme un microscope, en fait, qui permet de se regarder soi-même. C'est quand même très étonnant. C'est pas uniquement la conscience du monde extérieur, ça permet aussi de regarder, là en l'occurrence, notre place dans l'univers, en fait. C'est ça que dit Pascal, c'est que la conscience, la conscience de soi, elle permet de se poser des questions immenses, des questions métaphysiques sur mais quelle est ma place dans l'univers? Et c'est ça qui fait à la fois qu'on se sent tout petit et en même temps, voilà, comme un roseau, et en même temps qu'on a conscience d'être quelque chose de grand dans l'univers. Donc, c'est ça le miracle de la conscience en fait, c'est que c'est un microscope qui permet de se regarder soi-même, une loupe qui permet de se regarder soi-même, c'est pour ça que finalement l'image du miroir est ce qu'il y a de plus pertinent. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que la conscience, elle va introduire suffisamment de distance, peut-être pas une distance suffisamment grande, on le verra dans la partie suivante, mais quand même un minimum de distance entre nous et nous-mêmes. On n'est pas... je veux dire, si on était collé à nous-mêmes, en quelque sorte, on pourrait que regarder le monde extérieur, mais là, non, là, on est capable de prendre un minimum de distance vis-à-vis de nous pour se regarder soi-même. Et du coup, voilà, d'avoir comme un miroir en face de nous qui nous regarde, mais ce miroir en même temps, c'est nous. Et donc c'est pour ça en fait qu'on peut se connaître soi-même, parce il y a cette capacité miraculeuse qu'est la conscience de soi, qu'est la conscience réflexive, voilà, qui est quelque chose de très très étonnant. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a surpris aussi dans le texte de Pascal, donc c'est ça le deuxième tiret, c'est qu'il dit par rapport à toutes les autres choses dans la nature, seul l'homme est capable de faire ça. Alors, vous pourrez me dire, non mais les animaux aussi ont une conscience d'eux-mêmes, hein. Ils n'ont pas que une conscience du monde extérieur. C'est vrai qu'ils ont un minimum conscience de leur sensation de faim, etc. Voilà. Mais
vous sentez que ce qu'il n'y a pas, vous le sentez sans doute dans le texte, c'est pas uniquement la conscience des émotions chez les animaux, mais une conscience qui entraîne une réflexion sur la place qu'on a dans l'univers, en fait. Donc ça, c'est vraiment le point crucial chez Pascal. Donc, en fait, on est allé là plus loin que ce que j'avais annoncé dans le sous-titre. D'accord, le sous-titre du grand A, j'avais dit, ça permet de faire en permanence l'expérience de nous-mêmes. Là, on va plus loin, c'est que c'est pas seulement l'expérience de nous-mêmes, parce que ça, les animaux aussi l'ont, mais ça nous permet carrément de nous interroger sur la place qu'on a dans l'univers, et donc d'avoir une connaissance presque métaphysique de nous-mêmes. Voilà. Alors, on va passer maintenant au grand B. Donc, grand B, on va plus parler maintenant de la conscience, mais de la mémoire. La mémoire, elle vient étoffer notre connaissance de nous-mêmes. Alors ça, c'est un point absolument central, c'est que si on n'avait que la conscience et pas la mémoire, on connaîtrait pas grand-chose de nous. Et l'auteur qui a le mieux parlé de ça, c'est John Locke, qui est aussi un philosophe du XVIIe siècle, qu'on a déjà croisé en philosophie politique. Alors là, cette fois-ci, ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a des philosophes où peut-être vous voyez la cohérence entre ce qu'on voit dans les différents chapitres. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas de... En tout cas, c'est compliqué à voir au niveau terminal. Donc là, c'est un ouvrage qui s'appelle L'essai sur l'entendement humain. Et ce que va dire Locke, c'est que c'est nos souvenirs qui nous donnent notre identité, si on devait résumer sa pensée. D'où l'importance en fait de la mémoire pour se connaître soi-même. Alors la justification, elle est assez simple. Je sais pas si vous y avez déjà pensé, mais il faut faire une petite expérience de pensée. Imaginez qu'on vous enlève tout d'un coup tous vos souvenirs. D'accord? Donc en fait, pensez à la maladie d'Alzheimer. Est-ce que quelqu'un qui est Alzheimer peut se connaître lui-même? Bah, il a la conscience de ce qu'il ressent au moment où il le ressent, mais c'est pas ça la connaissance de soi. Il lui manque toute son identité en fait. Il lui manque, enfin voilà, toute l'épaisseur de sa personnalité qui est donnée par des souvenirs. Donc il va avoir difficilement, s'il a que l'émotion de maintenant et pas les émotions qu'il a ressenties avant, comment il peut connaître son caractère? Si il a juste conscience des relations qu'il a maintenant et pas des relations qu'il a eues avant, il sait rien de son histoire, de sa culture, etc. Donc vous voyez, il y a plein de couches de l'être humain qui disparaissent en fait. Il a conscience de ce qu'il fait maintenant, mais s'il n'a pas conscience de tout ce qu'il a posé comme acte avant, il lui manque aussi une grande partie de son identité. Pareil pour ses pensées, etc. Donc en fait, pour chacune des couches de l'être humain, il lui manque de la profondeur et de l'épaisseur. Un autre exemple, une autre expérience, enfin c'est pas vraiment un exemple, c'est une expérience de pensée pour justifier, qui est encore plus profonde, c'est imaginer, en fait, je vous enlève tous vos souvenirs, et là, je vous mets tous mes souvenirs à la place. Très bizarre, j'espère que ça n'arrivera pas, mais en fait, vous croiriez être moi. D'accord ? Ça, c'est vraiment la preuve absolue du truc, hein, c'est que si on vous donne tous les souvenirs de Napoléon, vous croiriez être Napoléon. Voilà. Donc, c'est vraiment la preuve que notre identité vient par nos souvenirs. D'ailleurs, c'est des exemples que j'aurais pu mettre dans la situation du tout début du chapitre. C'est la difficulté à se connaître soi-même si on n'a pas de souvenirs. Donc ça, c'est vraiment une preuve assez puissante. Maintenant, on va, dans la justification, aller un peu plus loin et en tirer quelque chose. Alors, pourquoi, en fait, les souvenirs sont aussi importants ? C'est parce que, en fait, ils nous permettent pas uniquement de nous connaître à l'instant T, mais de donner de l'épaisseur. Autrement dit, ça va nous permettre de voir, d'observer des régularités. La connaissance de soi, c'est ce qu'on fait quand on cherche à connaître des choses. On ne cherche pas à avoir uniquement une expérience ponctuelle, mais à avoir des expériences répétées, parce que les expériences répétées permettent de repérer des régularités. Donc vous voyez, c'est parce que, pour prendre un domaine hors de la connaissance de soi, c'est parce qu'on voit le soleil se lever tous les matins qu'on va pouvoir commencer à se réfléchir à pourquoi il se lève tous les matins. Les régularités sont le premier pas pour réfléchir aux causes, en fait. Donc ça, c'est un point essentiel dans la connaissance. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que, en fait, on va pouvoir notamment repérer des régularités dans nos réactions émotionnelles. La façon dont on réagit régulièrement aux choses.
c'est ça, se connaître soi-même. Quelqu'un qui se connaît lui-même, c'est quelqu'un qui est capable de dire, ouais, moi, en fait, tous les matins, je suis pas capable de travailler, mais par contre, je sais que juste après le déjeuner, là, j'ai une fenêtre où je travaille bien. Ou je sais que quand on me critique, je réagis hyper mal. Ou je sais que je suis hyper jaloux. Enfin, vous voyez, quand on dit ça, c'est vraiment une régularité. Je suis hyper jalouse et je suis toujours, ou du moins je le suis très souvent en fait. Donc c'est ça, la connaissance de soi, euh, c'est de repérer des réactions typiques pour ce qui est des émotions, etc., etc. Après, on pourrait l'appliquer aux différentes couches. Et donc c'est ça justement le caractère. Qu'est-ce que c'est qu'un notre caractère? C'est des réactions émotionnelles ou enfin, des réactions émotionnelles typiques en fait. Voilà. Alors je vais vous inviter pour prolonger cette réflexion, justement à aller faire un petit test de personnalité. Donc vous avez le lien qui s'affiche ici, j'essaierai de le remettre dans le cahier de texte. C'est un des tests de personnalité les plus connus qu'on appelle le MBTI. Donc je vous invite à noter le résultat dans votre cahier, et aussi, parce que c'est intéressant d'avoir un peu de recul critique par rapport à ça, je suis en train de me rendre compte, il y a une erreur, c'est pas le grand A, c'est le grand B. Bon. Euh, vous corrigez ça, je pense que vous l'avez fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce test de personnalité. Notez ensuite, essayez d'avoir un peu de recul critique là-dessus, parce que ça va nous permettre d'alimenter la deuxième partie de ce chapitre. Voilà pour le cours du jour. On verra la semaine prochaine comment on continue, mais, en fonction aussi des nouvelles contaminations potentielles, on verra. Voilà, au revoir tout le monde, bon week-end.